Hello à tous, les vidéos Active Worker sont de retour et je vous parle en direct de Las Vegas où je vous partage la vue magnifique de ma chambre d'hôtel. Alors un Active Worker, c'est un actif autonome et proactif. L'autonomie, on va la chercher à travers de la productivité, des skills, des tutos. La proactivité, on va la chercher avec de l'inspiration, de la vision et c'est exactement le thème de la vidéo. Aujourd'hui, on va interviewer Axel. Axel, c'est un intrapreneur, donc c'est quelqu'un qui est vraiment proactif. Il a intra-créé finalement une entreprise et du coup il va nous partager sa vision de carrière, sa vision de son travail, il va nous expliquer ce qu'il fait et puis sans plus tarder je vous propose de voir cette interview d'Axel. Aujourd'hui on rencontre Axel. Salut Axel. Salut Quentin, comment ça va? Ça va bien. Axel, on s'est rencontré à Lyon, donc l'école Join Lyon qui a été créée par The Family à la base. On était un peu nostalgique et donc on avait envie de faire ce talk ensemble. Du coup, Axel, ce que je te propose, c'est peut-être d'abord parler un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui, dans quelle boîte tu travailles et puis cool. Ce que vous faites. Donc, je m'appelle Axel, donc je bosse dans une boîte qui s'appelle Wazon. Et chez Wazon, on a l'objectif suivant qui est comment traduire des sites internet le plus rapidement possible. Pour ça, on travaille avec majoritairement des e-commerçants et quelques KPI sur ce qu'on fait. On aide à traduire beaucoup plus vite, donc on est passé de 48 heures à 2h30 sur certains clients. Et on aide également les traducteurs qui sont des êtres humains à créer des contenus de très très haute qualité en leur donnant des outils d'analyse de leur contenu et quelques outils notamment sur le SEO par exemple. Ok. Bon, donc ce qui est méga chouette, c'est que c'est une boîte une filiale du coup de DataWorld, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, Wazon, c'est un projet intrapreneurial, c'est-à-dire que ça a été créé par le groupe DataWorld et l'objectif, c'est de créer la business unit software du groupe et c'est ce que représente Wazon aujourd'hui. D'accord. Et DataWorld, grosso modo, qu'est-ce qu'ils font en gros comme activité? Alors, DataWorld, c'est une entreprise de services de traduction. D'accord. Voilà. D'accord, donc à la base c'est du pur service de traduction et ils ont décidé de créer un software pour c'est exactement ça l'idée. Okay. C'est le monde de la traduction est un monde qui est en plein changement et en changement très fort où les traducteurs ont une place extrêmement forte mais une partie de leurs tâches tend à être automatisée, notamment avec des Google Translate qui arrivent à avoir des rendus de plus en plus qualitatifs et les types de contenus qui changent. Les contenus papier et print diminuent de plus en plus et il y a de plus en plus de contenus qui sont digitaux. Et donc ces grandes machines qui sont les entreprises de services de traduction ont besoin de se réinventer et l'intrapreneuriat et des projets comme Wazon sont des leviers hyper intéressants pour eux. D'accord. Du coup, avant de parler un peu de la genèse de ce projet, toi aujourd'hui ton taf ça consiste en quoi grosso modo chez Wazon? Ouais, donc Wazon c'est un SaaS. Et ce SaaS a pour objectif d'aider nos clients à traduire leur contenu. Et moi, mon travail, c'est de piloter le déploiement de cette plateforme. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire déployer la plateforme Wazon? J'aime bien faire cette comparaison d'ingénieur. C'est un peu comme installer une nouvelle machine-outil dans une usine. Tu es là et puis tu dois mettre ta machine et puis la brancher à l'énergie pneumatique et puis à l'électricité pour être sûr que les choses fondamentales sont là. Donc nous, c'est brancher la plateforme par API. Et être sûr que cette plateforme est là au bon moment pour que les opérateurs puissent produire. Et donc nous, pour Wazon, c'est comprendre l'environnement de création de contenu de nos clients et faire que Wazon arrive au bon moment et que finalement les étapes de traduction arrivent au moment parfait pour répondre aux enjeux de nos clients. D'accord. Parce que du coup, les plateformes en général, ce sont des CMS chez les clients, c'est ça? Exactement, tout à fait. C'est exactement ça. Et la plateforme, en gros, elle se plug via des API qui parlent avec ces systèmes. Donc un CMS, c'est une plateforme pour gérer du contenu. Vous devez connaître peut-être WordPress, Drupal, Joomla. C'est ça. Bon, nous, on est plutôt sur des plus gros comme Salesforce ou Adobe Expense Manager. Et on se lance là, il y a très récemment, en partenariat avec Akeneo qui sont à Nantes, donc une start-up française qui commence à scaler eux également. Et eux, ils gèrent plutôt des produits, donc c'est un PIM. D'accord. Et les API, c'est quel type de technologie Alors c'est des API REST. Ouais, d'accord. Voilà, et donc nous, notre rôle au sein de l'équipe de déploiement, on ne fait pas les devs nous-mêmes, mais on doit quand même être technique puisque c'est nous qui guidons les équipes de développement de nos clients pour s'implémenter chez nous. Donc l'objectif, c'est de très très bien comprendre, de très bien à la fois la plateforme et à la fois les enjeux de process autour de la traduction
Et comme ça, on peut leur recommander le meilleur workflow pour répondre à leurs enjeux. Donc du coup, vous avez une solution, mais qui souvent s'installe au... Enfin, vous devez, comme vous travaillez avec des grands groupes et des grosses structures, en général, ils ont leurs propres développeurs qui vont eux-mêmes paramétrer et installer la solution. Il y a deux options. Il y a soit eux, ils implémentent eux-mêmes la solution. Ça, c'est le cas le plus fréquent. Et également, on développe des connecteurs avec des technologies qu'on juge stratégiques. Et donc, on a juste installé un petit plugin, notamment sur Akeneo, sur Salesforce. Et là, les traductions s'envoient en quelques heures. Tout est setup et tout fonctionne parfaitement. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, toi, comment elle est dimensionnée ton équipe? Tu as quel type de profil? Vous êtes combien? Comment vous fonctionnez? Alors aujourd'hui, on est 5 dans cette équipe, et, enfin 5 plus moi. Et on a deux types de profils. On a des profils type école d'ingé, donc qui sont des profils techniques et qui sont vraiment là très présents en phase amont pour comprendre les technologies de nos clients et discuter avec les équipes de dev. Et on a une autre typologie de profils qui sont plus des typologies plus variées, mais si je devais donner un cliché, ce serait école de commerce. Mais on prend vraiment des gens de partout. C'est assez ouvert, mais c'est plutôt des gens qui sont dans le relationnel et dans Exactement. La conduite du changement, en gros, qui vont parler avec les traducteurs, par exemple Par exemple, en effet. Et qui, eux, ont un profil un peu moins technique, mais plus des gestionnaires de projets hyper efficaces et qui peuvent nous aider dans la partie run et plus implémentation initiale. D'accord. Et toi, donc, du coup, ton travail, c'est de manager Vous êtes 5, c'est ça? Ouais, donc 4 que je manage plus moi. D'accord. Et mon rôle, c'est de faire que tout le monde soit heureux et apprenne plein de choses tous les jours. D'accord. Et du coup, en termes de management, ça marche comment? Vous avez des rituels un peu toutes les semaines? Très classique, on fait un daily tous les matins. Chaque personne de l'équipe est responsable d'un jour de la semaine et à chacun son thème. L'idée là-dessous, c'est que... C'est pratique d'être 5 du coup. Exactement. Là, tu rigoles, mais exactement comment on fera quand on sera 6, je sais pas. Mais en tout cas, chacun a son thème et surtout chacun a vraiment l'ownership de sa journée. Il y a un thème, donc chacun est responsable du résultat, mais pas du moyen pour arriver au résultat. D'accord. Et chacun doit finalement s'assurer que les autres membres de l'équipe sont hyper à jour et ont toutes les infos stratégiques pour avancer sur ce sujet-là. Et c'est des sujets qui tournent ou alors c'est un sujet fixe? C'est un sujet fixe. En fait, ça change régulièrement, mais sur des périodes de 2-3 mois, ça ne bouge pas. Et c'est quoi comme thème par exemple? Le premier jour, on fait tout ce qui est production. Donc, quelles sont les plateformes qui ont le plus de contenu? Quels sont nos points d'attention de la semaine? Le mardi et le jeudi, on parle du produit. On bosse en feature team avec les développeurs, donc savoir où est-ce qu'on en est, quels sont les enjeux de chacun. Le mercredi, on parle du QA. Très important le QA pour livrer une plateforme de qualité. QA, c'est les tests, c'est ça? C'est les tests plateformes. Ça veut dire quoi déjà QA? C'est Quality Assurance. C'est ça. Donc c'est être sûr que la plateforme qui est en cours de développement est prête à être mise en production. Donc on travaille avec l'équipe de dev sur ces sujets-là et on fait le QA de leur fonctionnalité. Et il nous reste une dernière journée, si on compte bien, et c'est le vendredi et c'est pour le sales. Pour la partie sales? Donc on a la personne qui est en charge du sales au sein de Wazon qui vient nous onboarder sur où est-ce qu'on en est. C'est hyper important pour nous pour qu'on soit capable d'anticiper les projets à venir. Et c'est quoi comme, entre guillemets, comme rythme d'onboarding des clients, sans forcément donner de nom, mais tu as combien de clients? On est vraiment en phase de scale puisqu'on avait 2 clients à la fin 2017, on a onboardé 3 clients en 2018 et on a déjà onboardé 4 clients depuis début 2019. Ah ouais, donc là on est vraiment dans une phase où on s'approche vraiment d'avoir très très bien compris qui sont nos cibles, à qui on apporte une très grande valeur. Et donc on est dans cette phase de scale où il faut vraiment qu'on arrive à onboarder plus de clients beaucoup plus vite. Et là du coup dans l'équipe tu vas avoir besoin de profils spécifiques, c'est les deux profils que tu as évoqués en gros pour continuer à scaler comme ça, ingénieur et puis… alors dans l'équipe oui, c'est majoritairement ça dans mon équipe. Après sur le projet Wazon, je passe pas mal de temps sur la partie recrutement global de Wazon et en fait Wazon va avoir d'autres besoins. Wazon c'est une plateforme qui est autour du contenu textuel et on a vraiment envie de s'entourer de plus en plus de spécialistes de ces contenus-là. On veut créer la meilleure plateforme du monde sur ce sujet-là et pour ça on va avoir besoin de s'entourer de personnes dont c'est le métier depuis un peu plus longtemps que nous. Mais donc des gens qui sont plutôt sur de l'IA, du traitement… Alors la data science et toutes ces choses-là, c'est encore un autre track, mais oui, on lance également ça. On a la chance d'avoir un dataset qui nous appartient
et sur lequel on peut travailler et avec énormément de données. Ouais. Et ouais, ce dataset ne demande qu'à être exploité pour créer des fonctionnalités super cool pour nos clients. Ok, cool. Super. Du coup, on a parlé un peu de ce que tu fais. T'as d'autres activités au quotidien, des choses notables un peu Ouais, tu fais un peu pompier peut-être Alors évidemment, mais en fait chez Wazon, on a cette conviction forte qui est que la chose la plus riche qu'on ait, au-delà des gens qui font partie de l'équipe, c'est le produit. Ouais. Et donc tout le monde apporte sa pierre à l'édifice sur le produit. D'accord. Ça c'est un truc fort dans l'équipe, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Pour ça on travaille en feature team. Ouais. C'est un truc hyper intéressant les feature teams, ça a été… C'est Spotify Ouais exactement, ça a été créé par Spotify. Donc nous comment est-ce qu'on l'implémente? C'est une personne de l'équipe de dev, une personne de l'équipe de déploiement qui s'allient, qui ont un sujet et qui ont 2 mois pour créer des fonctionnalités sur ce sujet-là. D'accord. Et donc, toi, tu participes du coup à une ou des feature teams? Ça marche comment? Alors, les personnes de l'équipe sont chacun dans une feature team et moi, j'encadre 2 feature teams. D'accord. Et là, les 2 feature teams, c'est quoi du coup en l'occurrence? On a 2 tracks assez cool. On travaille sur la machine translation, donc la traduction automatique. Ouais. Et on a pour objectif d'aller créer notre propre moteur. Ok. Ça, c'est le premier track. Et le second, c'est la transcréation. C'est un truc qui est très très dans le milieu de la traduction, mais pour donner un peu les 2 extrêmes, la traduction, c'est juste faire de la traduction mot à mot. Si des traducteurs m'entendaient dire ça, ils me détesteraient, mais si je devais donner un cliché, ce serait ça. Et de l'autre côté, il y a la création pure, partir d'un brief et le rédiger. Et en fait, la transcréation, c'est un peu entre les deux. C'est des traductions marketing, c'est comment traduire un slogan par exemple. Okay. Il faut traduire à la fois des mots, mais surtout un message. Un esprit et une Exactement. Chose de... Ouais. Et en fait, nous, on est en train de travailler sur comment donner les meilleurs outils à des gens qui font de la transcréation. On fait très bien de la traduction, on fait très bien de la création, et finalement, ce qu'il y a entre les deux, on travaille dur pour que ce soit super aussi. D'accord. Il y a un peu des logiques autour des émotions, non? De comment tu… Alors on n'en est pas encore là, mais en effet, il y a vraiment comment est-ce qu'on aide un traducteur à être dans l'univers de la marque et de ce qu'il traduit. Et au-delà d'une marque, en fait, peu importe le type de contenu, rentrer dans l'univers de ce contenu-là pour en comprendre l'essence et pas traduire les mots, mais traduire le message, en fait. D'accord. Génial, écoute, du coup, comment ça marche si les gens ont envie de postuler à Wazon Alors plein de canaux cool. Bon, le meilleur truc, c'est si vous voulez rentrer un peu dans les bureaux, c'est d'aller sur Welcome to the Jungle. On a un profil Wazon. Donc là, il y a toutes nos offres, tout est à jour. On a également des offres sur LinkedIn. Et sinon, on recrute par talent.io. D'accord. Et donc toi, tu as une casquette de recruteur, c'est ça? Ouais, exactement. Et donc comment ça c'est venu au moment de la jeunesse du projet ou c'est quelque chose qui est venu après et comment? C'est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que lorsque Wazon a été lancé, c'était il y a un peu plus de 2 ans. Ouais. En fait, on avait des grandes difficultés à recruter. D'accord. Et on était 5 à cette époque-là dans l'équipe et on avait du mal à recruter. Pour Wazon ou pour DataWorld aussi? Alors à la base, on recrutait pour Wazon, on n'arrivait pas à recruter. Et le fait de changer et de se nommer Wazon, ça n'a pas été instantané, on n'a pas réussi à recruter tout de suite. D'accord. En revanche, notre capacité à réinventer notre marque employeur, c'est-à-dire qu'en ayant notre autonomie de marque Wazon pour vendre notre produit, on a également eu notre autonomie de marque employeur. D'accord. Et ça nous a permis de créer notre identité autour d'une marque de software, qui est ce qu'on est. Notre objectif, c'est de créer un software. Et on a pu créer notre identité autour de ça, avoir notre propre bureau au sein du bureau DataWorld, et donc avoir notre propre identité. Okay. Et c'est grâce à cette identité qu'on a pu finalement devenir une marque un peu plus attractive vis-à-vis des candidats. Ouais. Et pour ce faire, en fait, moi j'ai vraiment vu les candidats comme des clients que tu vas acquérir. Okay. Et le recrutement, vraiment, moi j'ai cette conviction profonde que c'est un fit mutuel. Moi, j'essaie de voir si j'ai envie de travailler avec ces gens-là et je veux que les gens aient envie de travailler avec moi. Okay. Et donc, un entretien, c'est un moment d'échange où on parle autant chacun. En tout cas, j'essaie le plus possible que ce soit dans ce rapport en fait au cours d'un entretien et que les gens puissent le plus possible comprendre comment fonctionne l'équipe. Okay. Par exemple, moi, je fais tous mes entretiens dans le bureau de l'équipe. Okay. Donc, on est un peu isolé, du bruit évidemment, mais pas totalement. Et donc, les candidats peuvent prendre la température et voir à quoi ressemble la vie au sein de Wazon.
Et ça représente du coup une partie de ton temps. Tu fais combien d'entretiens en gros? Enfin, c'est un rythme un peu. Ouais, j'essaie d'en faire 3 par semaine. Ok. 3 par semaine, parce que on était 4 il y a 2 ans et maintenant on est une vingtaine. Ouais. Donc il y a à la fois sur l'équipe déploiement, mais il y a aussi sur l'équipe de dev. D'accord. Où on cherche les meilleurs talents. Ouais. Et surtout des gens qui pensent qu'ils ont envie d'accomplir cette mission avec nous, qui est de travailler sur les contenus textuels et la traduction, et surtout qui ont envie de passer du temps avec nous parce qu'on passe des super moments. Okay. Ouais, du coup, sur les devs, c'est plutôt des gens qui font du JavaScript, c'est ça? Alors nous, en back, on est sur du Java. Ouais. Ah, sur du Java, sur l'application en back. Ouais, et en front, on est sur du Angular. D'accord. Et on a un truc assez cool, on a une architecture modulaire, c'est-à-dire que chaque partie de l'application finalement est isolée l'une de l'autre. D'accord. Et donc, à chaque fois qu'on lance un nouveau module, on se met sur la dernière techno, et donc en fait on travaille en permanence sur les nouvelles technologies et on essaie d'avoir le moins de legacy possible en segmentant finalement ces différents modules. Différents modules, ok. Dès qu'il y en a un qui est un peu trop vieux, tu peux facilement le refondre. Ouais, c'est exactement, vu que c'est des scopes plus petits, c'est moins volumineux. Et puis surtout, on lance l'application grandit énormément. Et dès qu'on lance un nouveau module, c'est dans la dernière techno, en back, en front. D'accord. Et donc comme ça, on a des devs qui sont en permanence à apprendre des nouvelles technos, c'est un truc hyper important. Okay. Les devs doivent être en permanence en apprentissage, c'est un peu leitmotiv pour toute l'équipe, tout le temps être en train d'apprendre et en train de grandir. D'accord, cool. Super, donc du coup là on a balayé un peu ton activité, la partie recrutement. Ouais. On peut peut-être parler un peu de la jeunesse du projet, comment c'est arrivé, qui a eu l'idée, qui a commencé. C'est en fait souvent c'est pour créer un projet comme ça, il faut répondre à un besoin. Ouais. Et quoi de mieux qu'un premier client pour être sûr que tu réponds à un besoin. Ouais. Et donc en fait, c'était à l'époque, on était Data Worlds et il y avait un pure player e-commerce anglais qui voulait traduire un énorme flot de contenu. Et il nous a dit, voilà, vous avez récupéré, niveau trad et qualité de traduction, votre panel de traducteurs sont vraiment exceptionnels, on veut travailler avec vous. Ouais. Quel est votre meilleur délai pour traduire? Et à ce moment-là, c'était 48 heures. D'accord. Et ils ont dit, si vous passez sous les 4 heures, on travaille avec vous. Okay. Et là est passé ces 6 mois qui ont été la genèse de ce qui n'était pas encore Wazen, mais le premier MVP de notre application, qui est sorti de terre en 6 mois. Okay. Et qui a permis au bout de 6 mois, donc ça c'était au mois de février, puis on est au mois de septembre. Okay. Et on commence à traduire pour ce client-là. Et hop, on traduit en moins de 4 heures, et donc aujourd'hui on traduit en 2h30. D'accord. Ça a été la genèse du projet. Et puis on a passé donc finalement les premiers mois à faire que ça fonctionne sur ce client-là qui était un client hyper structurant. Ouais. Et puis après on s'est dit mais en fait on a un produit exceptionnel, on a envie de le vendre. D'accord. Parce qu'à la base c'était pas encore marketé Wazen, c'était non, un là c'est toujours de Data Worlds pour Data Worlds. Et... Exactement. Okay. Et en fait il fallait qu'on le vende et on était face à des clients qui comprenaient pas bien. Mais vous êtes une boîte de services de traduction Data Worlds ou bien vous êtes un vendeur de logiciels. Et du coup, on a vu ces signes de marché qui disaient mais on ne comprend pas ce que vous faites. Et du coup, on s'est dit, tu avais d'une part ça, et de l'autre, tu avais cette envie que nous, on avait de recruter des gens, mais qui identifiaient notre entreprise comme une boîte de services, et pas comme une start-up tech, ce qu'on était en fait. Ouais. Et donc là est arrivée naturellement l'idée de se dire, en fait, Wazen, c'est un projet intrapreneurial. Et on a acquis notre autonomie sur le produit, ce qui est fondamental. On a notre roadmap produit en autonomie. Sur le recrutement, on peut aller chercher nos meilleurs talents avec notre marque et notre mindset, qui n'est pas le même que celui du grand groupe, puisque les enjeux sont différents. Ouais. Une entreprise de service n'a pas les mêmes enjeux qu'une entreprise de software. Et donc avoir des mindsets différents, ça fait vraiment sens en fait. Ouais. Et pour eux et pour nous. D'accord. Et puis pour les clients également qui peuvent bénéficier d'offres créées en synergie par le groupe, mais également soit de l'un, soit de l'autre, en comprenant où sont les scopes de chacun. D'accord. Et Wazen, du coup, tu connais l'histoire du nom, ouais. Ce que ça veut dire. Wazen, c'est une étoile. Ouais. Et c'est une des étoiles les plus brillantes qu'il y a dans le ciel. D'accord. Voilà. Et c'est une étoile dans une constellation particulière ou c'est Alors, j'ai plus en tête la constellation, tu me pièges. mais ouais, il y a une constellation. D'accord. D'accord, mais c'est le nom d'une étoile, du coup. Ouais. Okay. Et comment ça marche? Il y a quelqu'un dans l'équipe qui est en charge du marketing, du branding, un peu tout ça? Ouais, complètement. Complètement. C'est sorti de terre grâce à des membres de l'équipe qui en effet ont fait toute cette identité
qui est l'identité de Wesen, donc l'identité visuelle, l'identité de marque. On a notre website. Ouais. Donc ouais, toute cette identité est faite par l'équipe Wesen. Ok. Et c'est hyper important parce que cette personne qui s'occupe de cette identité fait partie des personnes qui ont créé le projet depuis zéro. Et donc elle a vraiment cette identité forte et donc est vraiment à même de transmettre qui on est, à la fois sur le plan commercial, quelle est la valeur qu'on apporte et à quel problème on répond en fait. Ouais. Et à la fois s'adresser à nos candidats de la façon la plus naturelle qui soit. Ok. Et comment ça marche la cohabitation en gros entre DataWords et Wesen, notamment en termes de... déjà en termes de taille, DataWords, combien ça fait de personnes? Alors DataWords c'est une multinationale qui est vraiment top. On a des bureaux partout dans le monde, en Asie, aux États-Unis. D'accord. Et il y a 600 personnes. Ah ouais, donc c'est un... Et nous, Wesen, on est une vingtaine. Ouais. Donc la cohabitation, on a des grandes synergies sur les opportunités commerciales puisque vu que le monde de la traduction change énormément, DataWords a souvent besoin de faire des offres avec nous. Ok. Et nous, on est hyper content de travailler avec eux puisque ça nous permet d'accéder à des opportunités exceptionnelles plus facilement. D'accord. Et en termes de culture, j'imagine qu'il y a des points un peu communs et peut-être un peu des choses différentes. Le point commun, c'est vraiment l'amour de l'international finalement. On a la chance dans l'équipe, vu qu'on travaille dans la traduction et qu'on travaille avec les filiales de tous nos clients, d'être en contact tous les jours avec des gens du monde entier. Ça, c'est Wesen, mais c'est surtout l'identité de DataWords qui aide et qui accompagne les filiales de ses clients dans le monde entier depuis 20 ans maintenant. Ouais. Et donc ça, on a vraiment ce trait commun qui est vraiment la compréhension, en tout cas le maximum des cultures du monde entier et l'envie finalement de rapprocher tout le monde par la traduction et le fait que tout le monde se comprenne. Et après, du coup, peut-être les axes de divergence, ça va être le fait que vous êtes beaucoup plus petit, entre guillemets, que... En fait, souvent, les axes de divergence, c'est des axes très classiques. Ouais. Quand tu crées un software, c'est hyper bien connu dans le software, les divergences entre les sales et les équipes produits, qui ont souvent des divergences sur les objectifs et sur les temporalités d'objectifs. En fait, DataWords, c'est une entreprise qui est une entreprise de service et qui a une culture très très forte de la solution tout de suite. Et la personnalisation, ce que Exactement. veut exactement le client versus tout à fait. vous avez une offre pour tout le monde, entre guillemets. Exactement. Et donc parfois, on a des intérêts qui ne sont pas forcément alignés sur ces sujets-là, puisque faut faire ça tout de suite maintenant parce que tu comprends, mon client en a besoin. Ouais. Et nous, on essaie de construire quelque chose qui va marcher pour tous nos clients sur le long terme. Et donc parfois, on a des divergences sur ces sujets-là. Mais globalement, on arrive à s'entendre. Ouais, à bien s'entendre. Ok. Génial. Du coup, sur Wesen, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, ou il y avait d'autres choses que tu voulais évoquer? Non, écoute, je pense que là, tout le monde est bien onboardé sur ce qu'est Wesen. Ouais. Ce qui peut être intéressant, c'est peut-être que tu racontes un peu ton parcours. Ouais. Comment tu es arrivé à Wesen, du coup, en partant de peut-être la base. Tu as fait le parcours en prépa, arts et métiers. C'est ça, très classique, prépa, école d'ingé, donc arts et métiers. Tu savais ce que tu voulais faire ou tu étais en mode je fais un truc généraliste? En fait, j'étais hyper attiré par l'industrie à la base et par finalement les constructions physiques. Ouais. Et c'est le premier truc que j'ai testé. J'ai été faire un métro à Londres. Okay. Le Crossrail Project, qui est un projet exceptionnel. J'ai adoré, mais je me suis dit qu'en fait, je ne me voyais pas là-dedans plus loin. Ouais. Ça, c'était plutôt en bureau d'études, du coup C'était en conduite de chantier. D'accord. Ah, plutôt stage ouvrier, du coup Non, vraiment conduite de chantier. Okay. Ça, c'était la première étape. Et la seconde, j'ai fait des... En fait, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Écoute Axel, je pense que tu seras hyper bien en bureau d'études. » Et j'ai dit « Je fonce chez Forestia en bureau d'études. Ouais. » Et j'ai aussi adoré. Mais je me voyais pas faire ça toute ma vie non plus. Pour des raisons de vitesse de cycle. Ouais. L'automobile, c'est une énorme machine. Ouais. Hyper complexe, passionnante. Forestia, du coup, c'est un équipementier automobile, ouais. Et du coup, tu travaillais sur quel type de... Moi, je travaillais sur les planches de bord. Ouais. Et ouais, donc comment est-ce que on crée une planche de bord depuis zéro, ouais. Donc du brief finalement du constructeur jusqu'à la pièce créée de façon industrialisée. Ouais. Et une fois que la pièce est créée, répond-elle aux spécifications. Ouais. Donc vraiment tout cet aspect-là de je prends une pièce de rien à elle existe, elle est industrielle et elle est dans un véhicule. C'était ça la mission du bureau d'études, mission passionnante, mais les rythmes
était trop long pour moi, pas assez de... C'est 2 ans à l'avance en général. Ouais, c'est exactement ça, c'est hyper long. Et puis vu que c'est des énormes séries, la moindre décision est très complexe à prendre parce qu'elle a un impact très fort sur une très longue durée. Et moi, j'avais besoin de choses qui avancent beaucoup plus vite. Ouais. Moi, c'est rigolo parce qu'en fait, moi, j'ai pas fait les arts et métiers, j'ai fait Centrale, mais j'ai fait un peu comme toi une expérience chez Chrysler. Ouais. Et c'est pareil, je me souviens, c'était en 2010 et on travaillait sur les modèles de pick-up qui allaient sortir en 2012. Ouais. Et effectivement, tu te dis, c'est un peu comme en mode, tu travailles sur la prochaine saison. Bah là, tu travailles sur la saison, mais les saisons qui arrivent en 2012, ça fait un peu loin, effectivement. C'est juste un autre rythme qui convient à d'autres gens. Et puis, un autre truc qui me frustrait, c'était le fait de justement travailler par partie. C'est-à-dire que chez Chrysler, tu avais l'équipe carrosserie, l'équipe moteur, l'équipe ceci, l'équipe cela. Et donc, il faut vraiment être passionné de son truc, mais tu n'avais personne qui... Enfin, tu avais des gens, peut-être dans les hautes sphères, mais qui... tu pouvais pas travailler sur le véhicule au global, quoi. C'est vraiment plein d'équipes différentes. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté frustrant. En fait, il y a des gens que ça passionne. C'était pas mon avis. C'est pas grave. Et c'est après EY du coup que ouais. Et après, je me suis dit, mais en fait, moi j'ai toujours vu mes stages comme une opportunité de tester plein de trucs différents. Ouais. Je me suis pas dit, ouais, je veux faire ça et je vais me faire un profil blindé là-dedans. Je me suis dit, attends, tu as la chance de pouvoir faire ce que tu veux, tu as 3 slots pour faire ce que tu veux, tu fais plein de trucs. Et je me suis dit, quel est le truc le plus loin de ce que je suis aujourd'hui? Finance, ok, bah j'y vais. Okay. Et comment, en tant qu'ingé, tu peux faire un peu de finance? Eh ben, le plus simple, c'est l'audit en fait. L'audit finance, ouais, carrément. Et c'est comme ça que je suis arrivé à faire de l'audit chez EY. Ouais. Ok. Et alors, souvent en audit finance, il y a un processus de recrutement qui peut être plus ou moins difficile. Toi, comment ça s'est passé Ça s'est passé plutôt bien. En fait, mon conseil sur ceux qui sont ingés et qui veulent faire de la finance, c'est de ne pas se faire désarçonner. Je me rappelle, à mon entretien, on m'avait posé la question écoute Axel, tu es ingénieur, tu n'as jamais fait de compta. Moi, je pense que tu ne vas rien apporter à EY. Pourquoi tu viens faire un entretien chez nous? Et donc, il faut vraiment être prêt à vivre ça. Mais d'un autre côté, ce qu'il faut se dire, c'est que et les Big Four aussi, donc les EY, les Price, les Deloitte et compagnie, ont eux aussi besoin de diversité dans leurs approches. Et je repense à des cas concrets. J'ai travaillé pour Zodiac Aerospace et j'ai fait l'audit de leur process comptable. Ouais. Mais dans la comptabilité, il y a notamment, je pense, aux immobilisations, qui est le fait que quand tu achètes un ordinateur, eh ben, tu ne payes pas donc, comptablement, tu l'amortis sur 3 ans et pas sur une seule année. Bon, quand c'est un ordi, tu te dis bon, mais quand c'est une machine-outil qui crée des sièges, eh ben là, tu commences à avoir des choses vraiment passionnantes sur comprendre le fonctionnement profond de la production pour être capable de le traduire dans des lignes comptables. Ouais. Et là, avoir un esprit ingénieur et comprendre le fonctionnement d'une usine, eh ben, c'est un vrai atout. Ouais. C'est un vrai atout. C'est énorme. C'est assez drôle ton histoire sur le recrutement parce que moi, c'est pareil, j'avais eu une extrêmement mauvaise note en compta à l'école. J'avais dû avoir 8. Mais comme j'étais pas mauvais en finance de marché, j'avais eu 16 et donc c'était la moyenne des deux qui faisait ta note et j'avais validé. Mais du coup, chez PwC, au test de... En fait, j'ai fait un stage chez PwC 6 mois aussi. Et on a fait la même chose, c'est ça? Ouais, on a fait le même, c'est assez drôle. Et évidemment, j'ai eu une mauvaise note au test de compta pour rentrer chez PwC. Et à l'époque, il y avait comme c'était au bureau de Marseille, j'avais un entretien avec l'associé qui revoyait en fait mon résultat et qui m'avait dit texto, mais vous n'êtes pas très bon en compta, qu'est-ce que vous devez faire ici? Et je lui avais dit, bah, je suis ingénieur, j'ai envie d'apporter plein de choses, je suis généraliste, machin. Et c'est vrai que c'est assez drôle. Moi, le truc qui m'avait fait bien marrer à l'époque, c'est que je travaillais pour une société dans le secteur de la santé. Je ne citerai pas cette société du coup parce que je ne veux pas faire de bad buzz là-dessus. Mais c'était assez drôle parce que j'étais sur un process tout bête, les rapprochements bancaires, entre sociétés. Et en fait, il y avait une erreur de 1 million. Et moi, je pensais que c'était une erreur que j'avais faite moi au début. Parce que en principe, ce test-là, il fonctionnait tout le temps et c'était assez rare qu'il y ait une erreur. Et le manager, il me dit non, on va voir quand même. Et ce qui s'était passé, c'est qu'il y a un mec qui avait mis un plus à la place d'un moins dans une transaction de 500K. Et donc, ça te faisait une erreur d'1 million. Et c'est vrai que quand tu es stagiaire et que tu es mauvais en compta et que tu trouves une erreur d'1 million, tu te dis que c'est peut-être pas si mal d'avoir des ingénieurs qui font de la finance.
Ok. Et donc après EY, tu t'es dit finalement, je vais pas faire de finance. Et en fait, je me suis dit, bah, c'était pas pour moi. Ouais. C'est, en fait, dans l'audit, il y a un aspect, mais vraiment passionnant, qui est t'es tout de suite propulsé face à des personnes qui ont de très hautes responsabilités. Ouais. Et ça, c'était vraiment l'énorme plus de ce métier-là. Et ça m'a vraiment hyper challengé, c'était vraiment trop bien. Mais en fait, j'avais envie d'être plus dans la création, plus dans la créativité. Ça, c'était pour mes tâches. Ouais. Et pour ma place dans la société aussi. En fait, l'audit, tu viens et tu contrôles ce qui a été fait. En fait, c'est pas forcément toi. Ils seraient pas forcément d'accord, ceux chez EY, avec moi. Mais moi, je l'ai plus vu sous la forme de se dire, en fait, chez EY, tu viens et tu fais de l'audit et tu contrôles et donc tu gagnes de l'argent en contrôlant la valeur créée par les autres. Ouais. Et moi, j'avais envie d'être juste au cœur du réacteur et créer la valeur. D'accord. Ce que j'ai retrouvé chez Wazen en fait. D'accord. Et ouais, c'est vrai que dans l'audit, c'est complexe parce que tu as ce sentiment-là. La valeur, je pense, c'est de pouvoir avoir un rôle un peu de conseil. Complètement. Notamment dans le rôle d'audit. Mais c'est vrai que tu es toujours un peu vu comme la personne et qui. Au-delà du conseil, tu as cette vertu qui est d'apporter de la confiance sur les marchés financiers. Ouais. Parce que quiconque achète une action regarde ces bilans et ces documents-là. Et c'est hyper important d'être sûr que ces montants-là sont réels. C'est l'assurance raisonnable. Non, mais c'est exactement ça. Après, c'est juste que moi, je ne me reconnaissais pas dans ce truc-là. Ouais. Et du coup, tu t'es dit, c'est là où tu as rejoint DataWorld du coup en Ouais. stage de fin d'études? Non, DataWorld, je suis arrivé, c'était mon premier emploi. C'était ton premier emploi? Ouais. D'accord. Et j'y suis allé en me disant, moi, je veux faire de la tech. Ouais. Mais bon, je ne suis pas vraiment dev, donc je veux travailler dans la technologie. D'accord. Et je suis arrivé chez DataWorld pour faire du déploiement d'un logiciel de gestion de projet basé sur du Jira. D'accord. Et je m'éclatais dans ce métier parce que c'était beaucoup d'humains, comprendre comment fonctionnent les gens et leur expliquer pourquoi ils ont un intérêt à bouger, beaucoup de conduite du changement. Ouais. Jira, du coup, donc c'est un logiciel de ticketing, c'est ça? Ouais, pour complètement. organiser les développements, les bugs. C'est ça. C'est un logiciel de gestion de projet. Ouais. Et ouais, c'était hyper passionnant d'être capable de déployer ce logiciel-là. Et j'ai eu la chance donc de travailler dans ce projet intrapreneurial qui est Wazen au bout de 8 mois. D'accord. Et avant de rentrer chez DataWorld, ton stage de fin d'études, c'était EY, ouais. du coup? D'accord, ok. Et tu avais eu au cours de ta cursus chez Art et Métiers des formations un peu IT ou... Un petit peu, ouais. Et j'ai fait une spé à Paris qui était vraiment là-dedans. D'accord. C'était vraiment génial. Et en fait, c'est cette spé qui m'a un peu donné le virus de la tech. Ouais. Parce que je voyais des gens passionnants et j'ai pu me rendre compte de mes propres yeux. Parce qu'en fait, tout le monde dit ouais, la tech c'est l'avenir, mais en fait, c'est un peu nébuleux tant que t'as pas un pied dedans. Ouais. Et moi, le jour où j'ai eu un pied dedans, je me suis dit bah évidemment, et un peu, c'est comme si la lumière s'était un peu allumée. Ouais. Ok. Et je me suis dit mais c'est ce que je veux faire en fait, donc c'est trop bien, j'y vais. Ok. Bon bah génial. Bah écoute, c'est chouette. Je pense que c'est toujours cool d'avoir un parcours de quelqu'un qui a fait plein de choses différentes, Ouais. parce que c'est plutôt stimulant. Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que tu aurais d'autres conseils que tu voudrais partager? Ouais, ou grave. quelque chose, Alors, le premier, c'est vraiment soyez vous-même. Je pense que c'est le truc le plus important. Quand vous passez des entretiens, il n'y a rien de pire qu'un candidat qui est là juste pour répondre aux questions et qui n'a pas l'impression que c'est symétrique. Soyez là pour juger la personne qui est en face de vous aussi. Si vous cherchez un travail, soyez pas amoureux de votre manager, mais ayez envie de choisir des personnes plus que des tâches en fait. Si vous choisissez la bonne personne, elle vous emmènera très très haut. Si vous choisissez un projet, il est possible qu'en fait la personne au-dessus vous bloque et que vous soyez malheureux. Donc moi c'est comme ça que j'ai choisi DataWorld, j'ai choisi des personnes. Et maintenant ça fait 2 ans et demi et je me suis vraiment pas trompé. Donc ça, faites-vous confiance, choisissez des personnes. C'est vraiment le meilleur moyen pour vous d'être heureux. À l'époque, comment tu t'y étais pris? C'est une rencontre sur un forum? C'était par hasard sur LinkedIn, contact sur LinkedIn. C'est toi qui les as contactés? Non, ou c'était eux qui m'avaient contacté en l'occurrence. Okay. Et ouais, par hasard sur LinkedIn, je me suis dit, bah, ils ont l'air sympas, on y va. Ok, cool. Et le hasard fait vraiment bien les choses, faites-vous confiance. Et du coup, une fois que vous avez des gens qui vous font confiance, arrêtez pas d'apprendre. Moi, c'est ça qui me drive tous les jours, c'est d'apprendre des choses cool. Quand je vois qu'en 2 ans, je suis passé j'ai fait le premier métier de déploiement d'un logiciel de gestion de projet.
Puis après, j'ai déployé, j'ai été dans un projet intrapreneurial, j'ai déployé la solution. Puis après, j'ai créé l'équipe qui déploie la solution. Moi, j'en fais quasiment plus, mais j'ai une équipe qui le fait. Et j'ai fait du recrutement et j'ai passé du temps sur les aspects product. Et en fait, dans un projet qui avance vite et qui vous plaît, vous faites plein de choses. Et c'est ça, moi, qui m'a vraiment drivé. Donc, n'arrêtez pas d'apprendre. C'est, je pense, le truc qui rend le plus heureux. Okay. Moi, j'ai une question. En fait, dans l'aspect un peu entrepreneurial, Ouais. J'imagine qu'aujourd'hui, Wazon, c'est un peu le projet où tu es à 100%. Mais est-ce qu'il y a un thème ou un problème ou un peu un sujet qui te trotte dans la tête et où tu te dis tiens, un jour, j'aimerais bien créer un truc, cette fois-ci pas intrapreneurial, mais à l'extérieur? Eh ben, pas vraiment. Je suis pas persuadé qu'on puisse vraiment être à fond dans plein de sujets en même temps. Ouais. Et le fait d'être dans un projet qui grandit autant que celui que Wazon, en fait, fait que tu regardes ce problème-là et tu le regardes vraiment et tu te focuses dessus. Et à la limite, tu perçois peut-être des sous-projets dans Wazon. Alors c'est exactement ça. Ouais. En fait, c'est en faisant qu'on trouve les clés et qu'on obtient des pouvoirs magiques. Okay. Vraiment, c'est comme ça que je vois les choses. C'est en faisant, en mettant les mains dans le cambouis, en réalisant, on se découvre des pouvoirs magiques parce qu'il n'y a que celui qui fait, c'est celui qui sait. Et une fois que tu as fait les choses, eh ben, tu découvres plein de trucs que tu n'aurais jamais vu si tu l'avais résolu que mentalement. Ouais. Et je pense que c'est un des plus grands moves que j'ai fait depuis que je travaille. C'est de passer un peu du théoricien ingénieur à doueur. D'accord. Tout faire pour. Mais c'est un move qui est compliqué, ça prend du temps, c'est pas forcément naturel. Ouais. Résoudre un problème dans sa tête, en fait, ça a assez peu de valeur. La vraie valeur, c'est de résoudre le problème vraiment. Ouais. Et en fait, en faisant ça, on se découvre vraiment des pouvoirs magiques. Ok, bon, bah, je pense que ça résume bien le focus. Finalement, c'est rigolo parce que la résolution de problèmes, on a ce qu'on appelle le problem solving skills. Ouais. C'est la compétence number one en fait, citée par plein d'études sur les soft skills qui manquent en gros. Et c'est marrant qu'on finisse là-dessus. Il y a un dernier sujet que je voulais aborder. C'est pas vraiment un sujet en fait, c'est des petites questions pour finir. On y va. Donc l'idée c'est de répondre un peu en mode brut, en sachant qu'on va pas non plus faire un truc trop agressif. Mais l'idée c'est de répondre par soit juste une phrase, un mot, un truc un peu court. On y va. Alors d'abord sur une ressource, un livre ou un film qui t'inspire et que tu voudrais partager. Ouais, Zero to One de Peter Thiel. Ok. Et après un personnage, soit quelqu'un de connu qui t'inspire ou un personnage de roman ou un peu un symbole, quelqu'un que tu suis. J'ai pas un symbole mais un pirate. Ouais. Être capable de... ce serait un pirate, c'est quelqu'un qui est capable pas d'être pleinement dans la malhonnêteté mais d'être en dehors des sentiers battus et résoudre un problème mieux que les autres, c'est le résoudre différemment et c'est le résoudre d'une façon un peu inattendue et les pirates le font bien. Ok, donc Jack Sparrow du coup. Et Jack Sparrow c'est un pirate, je sais pas s'il résout beaucoup de problèmes mais il est surtout marrant en fait. Il en pose beaucoup. Surtout marrant. Ok. Et puis je sais pas du coup une série ou ton film préféré qui... Moi la série que j'ai beaucoup aimée c'est How I Met Your Mother, qui a rien à voir avec le truc pro. Mais j'ai adoré le fait que les gens partagent un moment de leur vie. En fait on a vraiment la sensation qu'ils partagent un moment de leur vie avec nous. Ok. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé. Ok, trop cool. Bon, du coup on arrive à la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a une question qui t'a manqué et que tu te dis Quentin, j'aurais aimé que tu me poses cette question-là, qu'est-ce que tu as foutu? En fait j'adore parce que c'est une question que je pose toujours en entretien et je vois toujours les gens galérer sur cette question. Non, peut-être la question ça aurait pu être pourquoi est-ce que j'ai envie qu'on passe ce moment ensemble? Ouais. Oui, c'est vrai que ça. Active Worker. Exactement. Qu'est-ce que ça t'inspire? Non, mais exactement. Et en fait, moi, on en a parlé en intro, on a fait Lyon tous les deux. Et donc, déjà, je recommande ce truc. C'est 9 semaines où vraiment, on apprend des choses exceptionnelles. Et en fait, j'ai envie de partager ce que j'ai appris pour qu'il y ait d'autres personnes qui soient bien dans leur boulot comme moi, parce qu'être bien dans son boulot, c'est une grande partie de sa vie. Et donc, si jamais vous avez envie de me recontacter, je suis évidemment dispo et je serai très heureux d'échanger avec vous.
Génial. Et bah, c'est vraiment cool. Effectivement, le partage, c'est vraiment une valeur fondamentale de Active Worker et l'idée, c'est d'avoir des gens passionnés qui partagent ce qu'ils ont fait. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, de contacter Axel, de lui poser des questions sur Wazon, sur l'entrepreneuriat dans votre boîte, n'hésitez pas à prendre contact. Et puis, si vous voulez partager aussi votre expérience, vous pouvez aussi prendre contact avec moi et je serais ravi de faire une interview avec vous. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup. N'hésitez pas évidemment à liker si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être au courant dès qu'il y a une vidéo qui sort. Comme ça, vous pourrez être dans les premiers à commenter cette vidéo. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup et puis passez une bonne journée. Ciao, ciao. Salut. There goes a sight from my soul.